à la transformation, donc les économies vertes pour les gens et la planète. Donc, on va vous parler du modeling global, de la récupération économique pour inspirer, accélérer les actions et comment on peut utiliser la récupération pour avoir résoudre les défis qu'on a devant nous. Donc, on va passer du temps ensemble et donc, et donc, on a un panel des orateurs excellents et donc, et on va vous on vous a envoyé toutes les infos et donc, je vais inclure des réponses dans nos conversations. Mais de toute façon, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur la chat et on va les intégrer et toujours dans notre conversation. Donc, on a toutes les biographies des orateurs et donc, si vous avez la nécessité, vous pouvez accéder à la page sur le site web et vous avez toutes les biographies des orateurs. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans pour être plus pointu. Et de toute façon, vous avez la possibilité d'accéder à tout ça avec le streaming sur la plateforme de la OIT. De toute façon, et donc, comme vous voulez, de toute façon, vous pouvez accéder à cet webinaire et vous avez toutes les possibilités. Donc, il faut que le monde sache de toutes nos actions, toutes nos idées et je sais qu'il y a du monde qui est avec nous depuis Nairobi et donc j'espère avoir vraiment une conversation globale aujourd'hui. Donc, vous pouvez suivre tout ça en anglais, en français et en espagnol. Et pour être part de notre webinaire à ce point, euh, euh, Monsieur Nassad Nakvi, est le chef du secrétariat de Page, va vous introduire notre webinaire. Merci beaucoup, Nozi. Et c'est un privilège pour moi de donner la bienvenue à tous les délégués, à tous les ministres et tous les collègues et les amis du secteur financier, de la société civile. Donc, pour moi, c'est vraiment un privilège. Paix, je vous donne la bienvenue et merci d'être là avec nous. Je voudrais commencer, disons, en disant que euh, on a eu des moments tragiques avec la pandémie du COVID-19, mais de toute façon, on est là aujourd'hui pour parler des solidarités aux gens qui sont affectés, mais aussi les efforts de tous les gouvernements, la société civile qui ont pris une décision proactive de rendre le monde plus équitable, plus inclusif. Et donc, les monstres se trouvent dans un moment très particulier. On a la possibilité d'avoir une récupération économique après le Covid, mais vous avez d'énormes défis économiques et environnementaux. Donc, les pays aujourd'hui doivent être sûrs qu'on minimise les risques et que notre économie doivent récupérer, mais d'une façon complètement différente, d'une façon verte. Donc, aujourd'hui, on est en train de lancer les rapports 2021 de Page, qui a, euh, euh, donc il y a beaucoup de pays qui sont là avec nous, qui ont pris la décision d'aller vers une société verte. Donc, ce qu'on a fait en 2021, c'était quelque chose de nouveau. Donc,
donner l'expertise économique des systèmes des Nations unies à différents pays pour accélérer la transformation économique en ligne avec les objectifs soutenables. Et donc, on a pu accélérer le programme de réponse verte et sans l'appui financier de l'Allemagne et aussi des systèmes des Nations unies, ça ne serait pas été possible. Mais on a beaucoup de ministères des différents pays partenaires qui ont accédé à toutes les informations et à l'aide. Et, et donc, on a travaillé avec 240 gouvernements et institutions pour être sûr que tous les gouvernements appuient cette transformation verte. Et on travaille de plus en plus avec les secteurs financiers et donc on voit IPE aujourd'hui ici. Mais l'idée, c'est de vous informer sur tous les modeling global, surtout pour voir de quoi il s'agit, pour voir comment on va dépenser l'argent, comment on va changer les futurs. Et donc, l'image est probablement une image qu'on peut améliorer. Mais les bonnes nouvelles, c'est qu'on a une grande attention là-dessus. Donc, on a un plan pour arriver à 2030. Nous, on a une stratégie d'ici jusqu'à 2030 et on va continuer à travailler avec beaucoup de vous. Et de toute façon, mais je ne veux pas m'excéder, je ne veux pas continuer parce que je ne veux pas voler les temps aux autres orateurs. Donc, de toute façon, je voudrais remercier les partenaires des Nations unies, du secteur privé et aussi des Allemagne, qui est justement notre partenaire qui a mis les fonds économiques là pour nous aider. Et aussi, il y a la Corée, il y a la Suisse, etc., qui sont représentés aujourd'hui. Et c'est donc, merci beaucoup. Ça sera un plaisir de vous écouter et on va commencer avec cet événement et on va continuer, surtout en attendant à voir la possibilité d'accélérer les moyens d'implémentation de tout ce qu'on a dans nos projets. Donc, on va vous faire voir une vidéo sur les points clés de 2021 et après, on aura des conversations des orateurs qui vont parler. Merci beaucoup. Page a été reconnu dans plusieurs documents clés du système des Nations unies comme un exemple d'implémentation des objectifs soutenables du développement. Page réunit 5 agences des Nations unies utilisant leur expertise combinée pour offrir un appui holistique au pays pour reconfigurer la politique et les actions économiques sur la soutenabilité pour promouvoir la transition à une économie inclusive et verte. Pour la fin de 2021, Page a effectué 145 évaluations, soutenu 95 politiques, travaille en partenariat avec 250 institutions, formé 16 850 personnes, participé à 65 événements. 2021 a été caractérisé par la réponse aux impacts socio-économiques de la pandémie du COVID. Au Mauritius, Page a aidé. Au Kazakhstan, Page a soutenu le développement des politiques en fournissant expertise technique et d'analyse aux partenaires nationaux pour le projet Kazakhstan vert. En Mongolie, Page travaille avec les gouvernements pour promouvoir l'économie basée sur les communautés comme les communautés rurales des éleveurs qui sont les principales bénéficiaires, avec le but de développer le secteur touristique comme un secteur leader. Page a établi un groupe conseil sur les politiques économiques pour créer un lien plus fort entre Page et les économistes des Nations unies. Les groupes incluent experts économiques des agences Page, les RCO des Nations unies et les think tanks des politiques. Page inspire, informe et permet des différentes étapes la création des lignes politiques. En 2021, Page a inspiré dialogue et action sur une économie verte et inclusive. Page a permis le soutien à la récupération verte en enrichissant les agendas nationaux avec l'apprentissage peer-to-peer
pour ceux qui sont en charge d'écrire les politiques pendant l'Académie globale verte. Des pages, c'est en regardant des plus loin, page va appuyer les pays pour transformer leurs économies et obtenir justement une croissance soutenable, la création des emplois verts, éliminer les inégalités, combattre les changements climatiques, faire avancer l'industrie verte, bâtir capacité et expertise en mettant la soutenabilité au milieu des politiques et pratiques économiques. Thank you so much, Assad. Thank you so much. Merci beaucoup, Assad. Merci. C'est une manière fantastique de lancer notre rapport pour 2021. Vous avez les liens, donc si vous voulez revoir la vidéo, vous pouvez y accéder. Donc, c'est magnifique voir ce qu'on a fait l'année passée. Mais aussi, il faut penser pas seulement en 2022, mais aussi à notre stratégie pour 2030, jusqu'à 2030. Donc, c'est très important, essayer de minimiser le risque des gens et de la planète. Donc, il faut justement avoir les gouvernements, il faut avoir la société civile, les partenaires qui nous aident. Et avec tout ça, c'est mon plaisir de introduire un petit vidéo. Et donc, je voudrais que vous fassiez attention à son message. Merci beaucoup. Excellences, dames et messieurs, collègues et amis, c'est un privilège de pouvoir participer à cet événement. Donc, dans cette assemblée critique, on a une crise environnementale et les pays et la communauté globale ont déjà des solutions pour tous ces défis avec des politiques, des instruments. Donc, on a célébré les 50e anniversaire des efforts des Nations Unies pour l'environnement. Et donc, il faut aller avec une transformation verte historique. Il y a 3 zones où on peut être important. La politique, les politiques et les investissements. Et donc, les politiques, donc, l'idée, c'est de bâtir mieux avec des politiques qui nous inspirent sur le terrain pour être plus verts. Donc, les analystes de page peuvent aider les gouvernements en changeant la culture et surtout, il faut combiner tout ça avec la nature. Tous les pays, surtout les ministères des Finances, doivent comprendre qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Donc, il faut protéger les écosystèmes, les espèces vivantes, les mesures pour combattre la contamination. Et donc, il faut considérer tout ça. Donc, on peut reconnaître la vraie valeur de la nature. Et là, on a des réponses. Et il faut obtenir les objectifs globaux, il faut les atteindre. Donc, il faut aussi considérer que tout ça, c'est pour les futurs de notre planète. Donc, il faut donner de l'énergie à tout ce qu'on a besoin, mais sans créer des dommages vis-à-vis de la planète. Donc, la transition de l'énergie, c'est quelque chose de très important. Et donc, il faut considérer que les 75% de la population mondiale n'a pas accès à une source d'électricité. Donc, l'Afrique a le potentiel de réussir à avoir des systèmes pas polluants, pas contaminants
pour avoir l'électricité et l'énergie nécessaires. Et aussi le système de la cultivation de la nourriture nécessaire pour la planète. Donc, il faut réformer les secteurs agroalimentaires d'une façon progressive pour avoir un résultat qui soit plus soutenable. Et les investissements, euh, beaucoup de pays ont des énormes difficultés, surtout les pays en voie de développement, pour faire cette transition. Mais aussi, ils ont une situation de stress. 82 pays en voie de développement sont classifiés comme vulnérables à niveau financière. Donc, ce sont des défis. Donc, les prix de l'énergie qui augmentent, de la nourriture qui augmente. Et donc, il y a la tempête parfaite qui va faire que un énorme numéro de personnes vont tomber à nouveau dans la pauvreté. Donc, il faut considérer tout ça dans notre stratégie pour arriver à 2030. Et donc, il faut pas penser aux mesures, il faut penser à tous les défis qu'on a devant nous. On a des possibilités, une meilleure santé pour tout le monde, une résilience améliorée, et surtout, on peut être là pour donner tout ça aux pays qui ont besoin. Donc, il faut aussi agir vis-à-vis les racines de tous ces problèmes pour éliminer la pauvreté de la planète. Il faut considérer les bonds green and blue, vert et bleu. Donc, de toute façon, chers amis, c'est un moment pour les gens et pour la planète, pour les pays, les communautés qui doivent redéfinir un chemin complètement nouveau vers la soutenabilité. Donc, la vitesse du changement dépend des choix des pays aujourd'hui. Donc, Page et autres initiatives de l'économie verte ont un rôle critique pour aider les pays pour montrer les meilleures pratiques. Il ne faut pas réinventer la roue. Donc, il faut faire les bons choix pour avoir la possibilité d'être soutenable dans le futur et donc avoir des économies soutenables et vertes dans le futur. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc le message de M. Hakim Steiner. Et donc, les pays, les communautés cherchent un nouveau parcours, une nouvelle vitesse pour le changement, pour de meilleurs choix à faire. Et donc, pour créer un système de plan politique pendant même cette transition. Et maintenant, on passe au suivant chapitre. Alors, on a deux rapporteurs qui vont passer leur message et qui sont réellement penchés sur le centre de ce discours, donc la relance par rapport au monde des affaires. Et donc, nos experts vont absolument aborder tous ces thèmes et vont offrir leurs commentaires sur ce qu'on va entendre. Il y a donc deux rapporteurs, je vais les introduire. Professeur Chichiyama Gogo, elle est donc à l'Université de Pretoria, faculté d'économie. Elle est intéressante. Elle a déjà collaboré avec Page à l'économétrie de Cambridge, etc. Et cela apporte donc l'attention sur le prochain rapporteur, M. Richard Luny,
Il est responsable du département de économétrie de l'Université de Cambridge. Il s'occupe de la modélisation des politiques et scénarios dans le contexte de la pandémie et les plans de relance, y inclut l'exemple de l'Afrique du Sud, très intéressant, que nous avons élaboré avec la collaboration d'UNEP, PAGE, etc. Alors, je vous dis, mesdames et messieurs, utilisez la fonction de la boîte à conversation quand vous avez, ou si vous avez des remarques, des questions pendant donc la présentation du professeur. Maintenant, Madame Chichiga Maguva, j'invite Monsieur professeur Richard Luni à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur. Donc, on connaît déjà le contexte, n'est-ce pas? On connaît la dégradation environnementale, tout l'ensemble d'indicateurs, le réchauffement, le changement climatique, donc tous les impacts. On connaît aussi les engagements, les actions que les gouvernements ont entamé au moment d'une crise comme la crise d'aujourd'hui. Donc, il faut éviter de continuer tout simplement avec les études traditionnelles et on va continuer de cette sorte. Ce n'est pas la façon de gérer une crise. Les banques centrales ont été forcées à adopter des politiques monétaires et justement ont abordé des nouvelles politiques jamais vues dans le passé, donc des interventions massives pour le soutien de l'économie, pour accélérer justement la transition vers une économie verte. Mais même avant la crise en Ukraine, on avait déjà vu que ces priorités étaient déjà presque oubliées. Oui, on voyait un tout petit peu de relance, les politiques macroéconomiques qui revenaient sur les préoccupations telles que la dette publique, le budget national, l'inflation. Donc, petit à petit, on perdait de résonance. Donc, ces mesures nous parlaient d'augmentation des prix. Je dois dire qu'au moins parmi les économistes n'ont pas aidé car ils n'ont pas prouvé, mais ils considéraient que l'économie verte devait être plus coûteuse par rapport à l'économie normale, l'économie industrielle. Bien sûr, il faut considérer les émissions polluantes, il faut mitiger l'impact, mais en tout cas, cela a un impact sur le nombre d'emplois et sur la qualité de la vie et le niveau de vie. Donc, il faut avoir du courage, il faut avoir des gouvernements réellement engagés et courageux. Ce qu'on a vu dans notre modélisation économique est que presque partout, les investissements dans les économies vertes est véritablement bénéfique, crée des stimulations vers l'innovation, réduit les coûts et aussi va mitiger l'impact sur l'environnement et donc tout en provoquant quelque chose de bénéfique à long terme. Et donc, on a vu, on ne voyait pas les mêmes prix en augmentation tels qu'on les voit ici aujourd'hui que pour le gaz, etc. Donc, il faut quand même faire des investissements majeurs en termes de entreposage, énergie, comme Margaret peut le dire en Afrique du Sud, la reconstruction, la relance doit utiliser l'effet de levier des investissements privés, doit promouvoir les investissements en termes d'opportunités, en termes de quelque chose de bénéfique. Donc, même si on voit du progrès en termes de réduction des coûts, il y a encore des défis technologiques qui rendent difficile cette transition. Il faut gérer les pics en termes de demande de l'énergie.
Et je pense que l'obstacle majeur n'est pas l'obstacle constitué par les finances, c'est plutôt politique. C'est pas confortable de savoir que la transition va créer davantage d'emplois et peut-être votre propre emploi va être perdu. C'est pas confortable, surtout pour les politiciens. Donc, ce n'est pas simplement politique environnementale, macroéconomique. Ce sont des politiques qui vont soutenir les communautés, les individus à s'adapter, à bénéficier de nouvelles opportunités pour la justice sociale, pour créer quelque chose d'important pour la transition. Il faut créer véritablement une économie verte, inclusive par contre aussi. Eh bien, je suis un économiste. Voilà mes messages clés sur la modélisation. L'économie verte est une opportunité gagnant-gagnant, absolument, par rapport à l'énergie, l'environnement, etc. Ensuite, il faut aider les gens à s'adapter au changement et à sortir du vieux monde du pétrole et du gaz. Il faut savoir se moderniser. La transition ne doit pas changer de son parcours. Merci. Merci beaucoup, Richard Lini. Merci pour ces messages clés qui sont très importants. C'est vraiment quelque chose, une opportunité gagnant-gagnant et aussi l'urgence à agir, à réagir, à éliminer, surmonter les obstacles que vous avez mentionnés. Encore plus important, comment est-ce qu'on crée le soutien sociopolitique? C'est la façon de promouvoir le changement. Donc, encore une fois, merci, professeur. Professeur Margaret, vous êtes avec nous. Je vous donnerai la parole, madame. Donc, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous par rapport au thème de l'économie verte? Merci beaucoup. Je voudrais partager, disons, le travail que l'on a fait avec les chercheurs de l'économetrics de Cambridge. Je travaille à l'Université de Pretoria en partenariat, en collaboration avec UNEP, OIT et Page. J'ai quelques diapos que j'espère on pourra afficher à l'écran. Je m'excuse de tout dérangement de type technique. En tout cas, voilà. L'idée avec ce modèle était celui de perdre le modèle quantitatif qui informe les politiques, mais plutôt qu'est-ce qui se passe réellement dans ce moment de relance après la COVID. Il faut mettre en comparaison l'impact des politiques non vertes, celles qu'on appelle bruns, et les politiques vertes, verts. Donc, en établissant des indicateurs clés économiques, sociaux, environnementaux, et tel que par exemple le PIB, et le tout dans le contexte de ce scénario global, le tout par notre département. Donc, Afrique du Sud, on était privilégiés, on avait des politiques spécifiques qui étaient annoncées par le président. 2020 disons, en 2020, c'était le mois d'octobre, le plan de relance de reconstruction économique pour donner un nouveau élan à l'économie nationale. On avait adopté différentes politiques et stratégies. Je ne vais pas entrer dans les menus de détails, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché de canaliser certaines politiques, les politiques donnant vraiment la promotion à les politiques vertes. Les budgets sont différents et par rapport aux politiques. On parle d'investissement pour les infrastructures. La plupart des financements viennent du secteur privé, 183 milliards. Ce sont des stratégies à court terme, couvrant 5 ans. Et les éléments verts se focalisent sur le secteur énergétique, favoriser le remplacement, l'utilisation de nouvelles sources énergétiques, favoriser justement la diffusion de ces énergies renouvelables.
C'est quelque chose aussi qui est en dehors du plan vert. Il faut être de plus en plus ambitieux et augmenter le financement. Les résultats qu'on a obtenus sont extrêmement importants. Ici, vous avez quelques comparaisons en termes d'impact statistique, d'impact social sur le PIB et l'emploi et l'environnement, surtout émissions de CO2. Je commence à partir du graphique gauche en haut. La ligne pointillée 0, c'est business as usual, les affaires comme d'habitude. La ligne pointillée noire, qu'est-ce qui se passe sans relance pendant et après la COVID? Donc, les politiques doivent agir de façon meilleure par rapport à ces politiques. Ce sont les courbes bleues. Si on ajoute les travaux publics, la relance s'améliore davantage. Donc, il y a de plus en plus une ligne vers le zéro, c'est-à-dire sans pandémie, sans compter les effets effrayants de la pandémie. Et donc, on a atteint la relance, la relance a atteint la situation d'avant la pandémie de façon assez rapide. Emploi, chômage, qu'est-ce qui se passe sur le PIB? Ces politiques portent à une augmentation des emplois, augmentation nette, donc une contribution énorme à cette amélioration. Et donc, si l'on regarde les graphiques en bas, vous avez là la ventilation par secteur. Il y a des secteurs qui vont souffrir. Il y a eu déjà des conversations et on parle de transition équitable ou juste. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en termes de pollution, émissions polluantes? Si on n'ajoute pas des éléments verts, rapidement, on arriverait à des niveaux des émissions qui sont énormément dangereux, même les niveaux atteints avant la pandémie de COVID-19. Les politiques vertes impactent et sont tout à fait près des engagements pris par la population de l'Afrique du Sud. Donc, il y a 3 messages clés. Numéro 1, prochaine suivante. Alors, oui, cette politique de relance nous permet d'améliorer en termes aussi de chômage et éviter la dégradation de l'environnement. C'est une opportunité énorme pour être absolument courageux et aller vers le vert, ce qui est vert. Non simplement aller vers l'augmentation du PIB, mais plutôt contribuer à la réduction de la dégradation de la pollution. Numéro 3, la transition juste est absolument critique pour cette typologie de stratégie verte et politique verte. Merci beaucoup. Je ne suis pas tellement rapide, merci. En tout cas, Margaret, je regarde les rapporteurs à l'écran et je regarde le ministre Christie et je voyais qu'il était d'accord sur vos idées, vos messages. Je vois il y a beaucoup d'énergie autour du travail de modélisation. Et donc, il est impossible de justement revenir à la situation d'antan, comme d'habitude, les affaires comme d'habitude. Et donc, il faut considérer toutes les idées. Monsieur Hakim Steiner parlait des politiques qui sont fondées sur les données. Merci donc d'avoir partagé. Je ne doute pas. Vous aurez l'opportunité peut-être de faire des commentaires ou de réfléchir sur quelque Merci beaucoup pour tout ça. On a vraiment très peu de temps, on ne peut pas rentrer dans d'autres conversations, mais de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur la chat. Alors, dames et messieurs, on va vouloir écouter votre voix justement. Et donc, on va vous donner la possibilité de répondre.
votre pays, comment peuvent-ils être plus verts, plus inclusifs, etc. Donc là, vous avez une idée des réponses qu'on a reçues depuis le reste du monde. Et, et donc en Canada, on dit on a besoin d'augmenter les finances pour des énergies renouvelables dans les suds du planète, dans les suds. Et au Guatemala, il parle des alliances stratégiques entre les secteurs privés et les communautés pour connaître et surtout mettre en relation la production locale avec des marchés solides. Euh, en, à- en Suisse, il faut avoir une condition verte encore plus profonde dans les fonds de récupération. En Nigeria, il faut dédier plus de ressources aux énergies renouvelables et il faut avoir des centres de santé pour améliorer la santé dans les communautés rurales. En Indonésie, le Green Policy et la résilience économique seront les futurs après la crise du COVID-19. Et au Kenya, les restrictions de la pandémie sur les mouvements des personnes ont fait que l'espace numérique devient de plus en plus important. Et aux Philippines aussi, il pile. Et donc, justement, tous les pays et tous les commentaires sont très intéressants. Donc, merci beaucoup pour les gens qui ont posé la question et merci pour les réponses. À ces points, on passe à la discussion avec notre orateur dans notre panel. Est-ce que vous pouvez vous allumer votre caméra? On va commencer avec Nairobi parce qu'il y a 2 personnes là dans la salle. Vous avez le ministre des Forêts, de la Nature, disons merci beaucoup pour être là, Madame le ministre, et Dr. Christopher Hurst, qui est le directeur général pour les projets qui s'occupent des investissements dans l'économie verte. Donc, merci beaucoup. Et donc, c'est très intéressant de connaître votre opinion. Et aussi, il y a le ministre qui s'occupe de l'énergie en Uruguay. Merci beaucoup. Et Dr. Bettina Hoffmann est là aussi. En Allemagne, elle s'occupe du ministère de la protection des consommateurs, l'énergie verte, etc. Et donc, on va vouloir connaître les stratégies parce que l'Allemagne a vraiment mis son poids derrière tout ça. Et donc, et aussi, Madame Keller Freiberg Story, merci beaucoup pour être là. Et elle va nous parler du travail au Kazakhstan. Et Madame Christine Umotoni à Mauritius, l'île de Maurice. Et donc, dans les vidéos, on a vu de l'île de Maurice et aussi le Kazakhstan. Donc, Madame Barbara Christie, Madame le ministre, on a parlé beaucoup de cas qu'on a étudiés en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus? Quelles politiques pour l'Afrique du Sud sont spécifiques pour connecter la récupération verte à une transformation à long terme? Et justement en ligne avec les objectifs du développement soutenable? Évidemment, je pense que on a une situation dans notre pays, donc on a pauvreté, chômage qui
après la pandémie sont encore plus graves comme situation, encore plus sévère, surtout la pauvreté. Donc, on a une énorme problème, surtout pour la génération d'électricité pour éliminer la pauvreté. Donc, on doit considérer une économie basée sur le charbon et il faut passer à d'autres moyens. Donc là, il y a une opportunité pour avoir une énergie qui soit sûre, qui soit moins chère et plus accessible à tous les Sud-Africains. Et donc, les politiques sont justement les soucis que Richard a mentionnés. Sur la justice climatique, on a des milliers d'emplois dans la chaîne de l'extraction du charbon et donc la majorité de l'électricité vient justement du charbon. Mais là, il faut avoir une analyse qui doit permettre une transition juste. Donc, on a parlé avec les gouvernements que les travailleurs, les communautés, surtout dans la production de l'électricité et de l'extraction du charbon, ne peuvent pas être pénalisés à cause de cette transition. Donc, on a parlé beaucoup de nécessités financières, mais justement, ce que je pense, donc, ça va se vérifier automatiquement. Donc, il faut avoir les fonds pour être sûr que les travailleurs dans ces marchés, dans cette genre d'intégration, doivent être requalifiés pour passer à autre genre d'emploi. Et donc, il faut en amont et surtout dans les futurs considérer que la génération d'énergie doit passer du charbon à d'autres types, d'autres genres de situations. Donc, mais il faut aussi penser que dans les prochaines années, on va éliminer ces centrales qui fonctionnent avec le charbon. Donc, mais on ne peut pas faire tout immédiatement. Donc, c'est nécessaire d'avoir une stratégie. Mais peut-être la chose la plus importante, c'est créer des nouveaux emplois. Et donc, il faut reformuler les industries, il faut reformuler les emplois et réadapter et réformer les gens. Donc, on a des nécessités financières qui ne sont pas faciles parce qu'ils ne sont pas, disons, connectés directement à ces programmes. Et donc, là, c'est le problème fondamental. Donc, il faut considérer qu'on a besoin d'un financement spécifique et dédié à tout ça. Merci pour votre réponse. Donc, justement, le thème est assez complexe. Il faut accélérer cet changement, cette transformation verte, mais justement, il ne faut pas faire les choses sans penser aux situations telles qu'elles sont. Et donc, il faut penser aux qualités des emplois, aux chômeurs. Il faut penser qu'on a besoin de considérer des autres sources d'énergie en considération et en considérant tous les travailleurs qui travaillent dans la chaîne de l'extraction du charbon. Et donc, il ne faut pas créer encore plus de chômage, encore plus de pauvreté. Voilà, merci beaucoup, madame. Et le vice-ministre Very, s'il peut répondre à la suivante question. Alors, l'Uruguay, comment est-il en train de penser à cette transformation à long terme
en ligne avec les objectifs de développement durable et soutenable et surtout un commentaire sur le rôle de l'économie circulaire en Uruguay. Merci beaucoup, monsieur. Ahora sí, buen día. Para mí un gusto, en nombre del gobierno de Uruguay, poder participar en este distinguido evento. Así que bueno, vamos a tratar de responder la pregunta que usted nos ha hecho. Ustedes saben que Uruguay tiene una economía que es basada en la producción primaria de bienes, básicamente agrícola, ganadera y forestal, que desarrolla en forma amigable con el medio ambiente y con el cuidado de los recursos naturales, teniendo una muy fuerte legislación de protección del ambiente. Uruguay vincula a la recuperación verde, como usted me preguntaba, con un desarrollo económico alineado con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que como país hemos asumido el compromiso de llevar adelante. Con una perspectiva de mediano y largo plazo, aunque teniendo en cuenta que se debe dar respuesta a las urgencias que en estos momentos nos ha ocasionado y nos ocasiona aún la crisis provocada por la pandemia, como han dicho otros expositores. En relación a las perspectivas a largo plazo, yo le diría que las mismas apuntan a eliminar el uso de los combustibles fósiles como primer y gran objetivo, como fuente de energía, sobre todo del transporte y en lo posible también de la industria, orientando lo que nosotros llamamos la segunda transición energética, migrando hacia la movilidad eléctrica, tanto para el transporte urbano y enfocando el desarrollo de otras fuentes de energía como el hidrógeno verde, por ejemplo. Uruguay está muy bien posicionado para generar hidrógeno verde y estamos trabajando en un proyecto piloto que tendremos funcionando en breve en nuestro país. La meta de lograr la transformación de la matriz energética hacia fuentes renovables, la primera transición energética, se logró con éxito y determina que en la actualidad el 97% del suministro de energía eléctrica de nuestro país, prácticamente la totalidad, es generado por fuentes renovables, convencionales y no convencionales. En el plano social, es destacada la posición que ocupa el país en el ranking de índice de desarrollo humano, estando entre los mejores de América Latina y el Caribe. Contamos con un acceso universal de la población a las tecnologías de la información y las comunicaciones y acceso a Internet. En el corto plazo, el desafío se orienta a mejorar las condiciones de emprendedores pequeños y medianos, en especial de aquellos sectores que la economía que han sido muy castigados por la pandemia, a través sobre todo de incentivos hacia la incorporación de tecnologías o a lograr soluciones innovadoras. Otro de los desafíos planteados se refiere a la digitalización, en especial a la consolidación de la industria 4.0 y la creación de un centro tecnológico de bioeconomía circular que impulse la investigación, el desarrollo y la innovación. La estrategia climática de largo plazo, elaborada y puesta en marcha desde el año pasado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de nuestro país, y el ministerio al cual tengo el gusto de dirigir, se propone un desarrollo económico que tiene muy en cuenta el cuidado ambiental en la lucha contra el cambio climático, enfocado en la disminución de las emisiones de los gases de efecto invernadero. La adhesión de la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, que Uruguay ha hecho, se espera brinde nuevas oportunidades de intercambio y colaboración entre países. La transición hacia la economía circular es un desafío encarado por el país. Realizamos hace 4 años el primer foro de economía circular de América Latina y el proyecto PACE de Naciones Unidas consolida esta apuesta, impulsando el paradigma de la economía verde inclusive. Para terminar, en breve, el Ministerio de Industria que dirijo ejecutará un proyecto seleccionado por el Fondo Conjunto de las ODS de las Naciones Unidas, orientado a potenciar la segunda transición energética en el país. Como verá, son muchos los desafíos que tenemos por delante. Thank you very much. Merci beaucoup, le vice-ministre, pour cette réponse, sur cette réponse. Et merci
pour votre réponse à la pandémie de COVID-19. Il faut aussi penser aux réponses à long terme et vous avez parlé de la transition énergétique et justement la économie circulaire qui est partie de cette stratégie. Merci beaucoup et je pense qu'on aura beaucoup de questions pour vous. Mais avant, je voulais écouter Raoul Lopez. C'est très important d'être sûr de que il faut faire les choses avec des projets et donc il faut faire attention soit aux pertes d'emplois directs et indirects. Et donc, Page veut essayer de créer de nouveaux emplois avec de nouvelles industries. Et donc, mais justement, tout ça, c'est partie de nos conversations. Donc, merci beaucoup pour votre question. Docteur Hoffman, l'expérience de l'Allemagne avec la récupération verte. Je voulais écouter votre voix sur l'exercice de modeling, surtout à niveau domestique et international. Merci beaucoup, madame. Donc, excellence et collègues, merci beaucoup pour m'avoir invité aujourd'hui ici. Et donc, nous aussi, en train de se récupérer de la pandémie du COVID. Donc, les études, les analyses nous disent qu'il faut commencer à penser d'une façon différente aux économies. Donc, pas seulement en Allemagne, mais dans tout le monde. Donc, pour moi, Page a travaillé d'une façon rapide et très efficace pour focaliser les nouveaux défis après la pandémie. Donc, on a mis de fonds à disposition justement pour parler de tout ça et pour commencer ces processus. Et donc, l'Allemagne veut être un partenaire fondamental pour cette récupération et recovery qui a cet adjectif très important qui est vert. Et donc, augmenter les financements pour des programmes de renouvellement et surtout dans les transports, dans l'industrie. Donc, on a un paquet de 68 millions d'euros pour les mesures de récupération en 65 pays. Donc, l'idée, c'est d'avoir la possibilité d'agir, de faire des choses. Et justement, donc, il faut améliorer les possibilités de toutes les économies nationales d'avoir la possibilité d'avoir des sources d'énergie qui soient sûres et surtout renouvelables. Et donc, l'Allemagne, avec sa présidence dans l'Union européenne, quand ça sera le cas, va essayer d'augmenter sa présence et justement pour ce qui atteint à ces projets qui est absolument fantastique et très important. Merci beaucoup, Dr. Hoffman. Et donc, c'est une forme d'engagement très important de l'Allemagne. Vous avez parlé de programmes des énergies renouvelables et vous avez commencé en disant que l'aspiration est d'être inspiration globale pour ces changements et apprendre de façon spécifique parce qu'il faut contextualiser les situations des différents pays avant d'agir. Je vais passer à Nairobi avec Madame Christine Omotori sur les défis du financement. Donc, quel genre d'investissements seront critiques pour être sûr d'avoir une économie et une récupération verte? Et Monsieur Walter Verri. Non, ce n'est pas Monsieur Walter Verri.
Pardon, excusez-moi, mais c'est Monsieur Christopher Hurst. Donc, il faut combiner la crise sociale avec le problème de l'environnement et l'énergie renouvelable du futur. Donc, on a besoin des actions, surtout pour affronter toutes ces crises. Et il faut avoir un programme qui est clair, qui doit être absolument très clair. Et donc, il faut penser que c'est très important de considérer ce qu'on a devant nous à ce point de notre vie, de nos situations. Donc, il y a différents secteurs avec différentes caractéristiques. Surtout ce qui peut être fait, c'est que qui ne peut pas encore être fait et il faut donc considérer tous les timelines, donc le problème à niveau du temps. Mais il faut aussi considérer les priorités. Il faut se mettre des priorités. Et donc, il faut aussi considérer les programmes. Est-ce qu'ils sont alignés avec les accords de Paris ou pas? Et donc, il faut considérer tous les critères techniques des infrastructures, par exemple. Et donc, on va donner des fonds à la sûreté que récupération donc, verte. Donc, c'est aussi important considérer les gens. Ils sont en train d'emprunter de l'argent pour faire quoi exactement? Donc, une banque aussi, avant d'emprunter l'argent, de donner l'argent, doit considérer et surtout vérifier à quoi on va dédier ces chiffres. Donc, il faut considérer tout ça. Il faut avoir des stratégies. Et donc, on est aligné, disons, avec la Union européenne, avec la transparence nécessaire et surtout toutes les politiques et procédures pour être en ligne avec les objectifs de développement soutenable. Et donc, il faut considérer qu'il ne faut pas avoir des pertes quand on considère un projet perte en emploi, etc. Donc, il y a des choses qui sont acceptables, des choses qui ne sont pas acceptables. Pardon, il y a un problème. Il y a un problème avec Nairobi. Donc, mais de toute façon, on va recommencer avec eux dans quelques minutes. Les commentaires sont très importants. Is in line with the aspirations for a healthy planet. D'investissement sont en ligne et la dimension par rapport à la relance de l'économie verte. On reviendra peut-être pour une sorte de récapitulatif. Madame Michaela Friberg-Story, coordinatrice au Kazakhstan. Donc, la question que je vous pose, Madame Michaela, dans votre expérience avec Page, étant partenaire de 5 agences, comment est-ce que Page a su coordonner tous les efforts pour la transformation économique et la relance verte qui est en cours au Kazakhstan? Oh, merci beaucoup de cette question, mesdames et messieurs. C'est un véritable honneur d'être ici avec vous et avec les excellences et les autorités. J'apprécie beaucoup la participation à ces séminaires. Permettez-moi de dire que nous sommes 27 agences onusiennes qui opèrent au Kazakhstan, qui ont un mandat lié au thème du verdissement et la relance après la pandémie. Donc, il y a un rôle central joué par Page. Et je pense qu'il est important de souligner que l'économie et la croissance économique du Kazakhstan est basée sur les industries minières. Le Kazakhstan, en tout cas, est un pays polluant, très polluant en termes d'émissions par individu, exposé
aux impacts du changement climatique. Donc, on voit toute une gamme de complexité tout autour, disons, de la dimension verte sur laquelle on se focalise beaucoup. Pour nous, il est important de rappeler que le Kazakhstan a rejoint Page en 2018. Depuis cette année, on a travaillé ensemble pour l'intégration des stratégies à bas contenu de carbone dans l'économie tout entière. Et cela nous a permis de nous focaliser sur les niveaux sous-nationaux, introduisant les mécanismes verts par rapport au financement, quelque chose qui va de temps en temps même au-delà de mesures politiques. Quelques éléments clés que j'ai vus à l'intérieur de Page, où on a vu beaucoup de contenu venant des partenaires, a été, disons, le soutien aux stratégies à bas contenu de carbone, le concept d'économie verte et le projet national Kazakhstan vert, utilisation d'outils fiscaux pour les petites et moyennes entreprises et les emplois. Et je voudrais souligner aussi des autres problèmes spécifiques à la pandémie. Quand la pandémie a frappé le pays, pour le Kazakhstan, n'était seulement un problème urgent, jamais rencontré, un thème lié à la santé publique, mais plutôt on a vu la chute dramatique du prix du pétrole et donc on a atteint un point assez bas en avril 2020 et c'est la source clé du PIB de ce pays qui est donc devenu absolument en crise. Et cela a porté, disons, à une diminution des résultats économiques et, disons, dans la vie quotidienne de la population. Donc, en tant que Page, on ne voulait pas simplement répondre en termes de santé publique, mais aussi considérant la dimension socio-économique. On a eu un petit groupe comme partie de la réponse européenne conduit par PNUD. Et dans ce petit groupe de travail, les idées élaborées de Page étaient acceptées et intégrées aussi. Page se focalise sur l'information, sur les plans de relance gouvernementaux et travaille avec les ministères les plus importants par rapport au verdissement de l'économie. Par rapport à l'évaluation disons, de la pandémie et de ses effets, on a décidé de créer quelque chose de plus vert, de mieux et plus vert. Et je veux souligner à cet égard l'importance de cette approche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'engagement qui est lié aux politiques. On n'a pas beaucoup de temps, je le sais, mais beaucoup d'entre vous peut-être ont suivi qu'est-ce qui se passe au Kazakhstan au début de l'année avec des mouvements de la part de la population et cela a commencé à alimenter la crise. Donc, dans un contexte qui dépend fortement de l'industrie minière, des combustibles qui ne sont pas renouvelables en tant qu'énergie, on voit un lien très étroit en termes de stabilité et cohésion sociale du pays. Il faut reconnaître que ces défis politiques qui vont bien au-delà par rapport à ce qu'on pense quand on pense au verdissement de l'économie. Donc, je voudrais faire référence à ce que Monsieur le ministre, Son Excellence nous a dit sur le reskilling, upskilling, donc sur la formation quand il faut transformer un pays. Au Kazakhstan, nous avons 25 000 travailleurs dans le secteur du charbon, mais quand on regarde la chaîne d'approvisionnement et toute l'industrie minière et de l'extraction, il y a quelques centaines de milliers de travailleurs. Donc, emploi, il faut faire en sorte que Page pense et soutienne toutes les équipes pour travailler
sur la transition juste et équitable pour que personne ne soit laissé de côté. Et l'un des avantages clés avec Page est le fait de se regrouper, de participer ensemble au projet en tant qu'agence onusienne qui s'allie dès le début. Dans cette forme onusienne, il y a un mécanisme en place. Regardez avant tout la perspective. Page nous apprend le travail immédiat et mondial. Merci beaucoup, Madame Michaela. Et donc, il est très important d'avoir souligné ce point, être conscient de tous les défis politiques, éléments clés. Les financements sont difficiles, mais c'est l'engagement qui est difficile. Et donc, on a vu beaucoup d'alignements. Christopher, nous vous avons perdu pendant quelques secondes. Avant de passer à Madame Umutouni, je voudrais tout simplement arriver à la fin de votre message. Vous étiez en train de partager avec nous votre travail et demander aux emprunteurs qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Et donc, la création de critères pour le financement pour réellement contribuer à la relance économique verte. Y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter en guise de conclusion? Non, je pense avoir déjà élaboré les points clés. Et en tout cas, il faut adopter une vision non seulement individuelle, mais il faut considérer l'ensemble. Il faut créer des liens pour arriver à une solution commune. Et bien sûr, les projets doivent être partie de la solution, mais en introduisant les ressources et les gens qui font partie de la solution même. Voilà l'analyse concernant chaque investissement individuel, chaque banque, agence. Nous sommes convaincus en termes de valeur de la transparence, de diffusion, divulgation, vulgarisation des informations, des échelons, des règles, et la vulgarisation est très importante afin que tout le monde puisse marcher dans la même direction. Oui, ce point sur la transparence, sur l'alignement, la stabilité permet justement la promotion de ce mouvement. Permettez-moi donc de revenir à Madame Christina, coordinatrice aux îles Maurice. Et donc, je lui pose peut-être la même question que j'ai posée à Madame Michaela sur Page. Et comment vous arrivez à coordonner l'approche et contribuer à la relance et à la transformation dans votre pays? Quelles sont les idées que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui, Madame? Micro. Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'avez donnée à parler à ce public et participer à ce discours assez riche et intéressant. J'aimerais bien être à Nairobi, j'aurais dû être à Nairobi plus tôt, mais pour des raisons que je ne comprends pas, je n'ai pas eu la même possibilité. J'aurais eu la place à la table avec les professeurs. Nous, on n'a pas beaucoup de temps, je le sais. Quoi dire donc? Je suis d'accord justement avec mon collègue. Il faut comprendre l'importance de Page. Il est important de vérifier et d'analyser le contexte dans lequel on travaille, dans lequel on... Et donc, en parlant de l'île Maurice, c'est une petite île aux revenus élevés. Et à partir du début, on avait déjà Page, même avant la COVID. Et Page a réussi à mettre ensemble toutes ces agences et, pour ainsi dire, aussi les ministères, et nous a aidés à élaborer quelque chose pour contrecarrer la pauvreté, tout en connaissant le fait que
être un pays à haut revenu ne nous aide pas. On dépend du PIB en tant que résultat, mais ce n'est pas la population la plus pauvre. Donc, il faut créer une redistribution sociale. Je voudrais revenir sur ce thème, car pendant la pandémie, il est important d'identifier qui avait besoin de quoi. Donc, Paige nous a aidés sur plusieurs chemins. Les financements, bien sûr. Nous avons commencé à mettre en œuvre les différents coupons, les obligations bleues vertes et aussi les évaluations successives pour créer une sorte de profil des emplois modèles. Par exemple, les pêcheurs en tant que catégorie ont perdu beaucoup de travail. Donc, il fallait écouter leur expérience et les insérer dans Page, justement, pour chercher à transformer certaines activités de la pêche à l'agriculture, c'est-à-dire et éviter l'appauvrissement des eaux. Donc, ils ont dû suivre des co-formations. Donc, le message de ma part est que Page a porté une culture inclusive, un développement vert, même avant la pandémie. Donc, quand la pandémie a frappé, Page nous a obligés à mieux réfléchir. Et considérant le fait que nous n'avons pas beaucoup de ressources, nous avons su les utiliser au mieux pour élaborer nos projets, nos plans et arriver au verdissement. Alors, disons, de l'urgence créée par la pandémie, considérant le niveau de revenus de l'île Maurice, on n'avait plus de ressources. C'était difficile chercher à coordonner toutes les aides. Mais avec l'expérience de Page, on avait plusieurs agences avec nous ensemble qui s'occupaient des analyses. Et cela a Now we have, for example, steering committee that brings aidé le gouvernement. Nous avons un comité aujourd'hui qui est formé par plusieurs ministres. Et donc, les ressources récentes que nous avons reçues de l'Allemagne, nous nous sommes focalisés sur quels sont les problèmes clés de l'île Maurice et l'agriculture, le tourisme. Et donc, comment créer une agriculture de plus en plus verte? Comment relancer le tourisme vert? Le réseautage, donc, entre les ministères. Le ministère de l'Agriculture parle avec le ministre de l'Énergie afin de trouver les solutions pour autonomiser les fermiers, les petits agriculteurs. Et Page aussi a su faire remonter à la surface les thèmes les plus importants. Il est clair, nous n'avons pas suffisamment de ressources, mais la COVID a tout changé. Et donc, c'était important justement d'introduire la notion du travail ensemble. Nous devons nous concentrer sur la production locale. En conclusion, je dirais que Page nous a aidés et autres grappes se sont présentées. Nous avons une grappe sur les différentes catégories et tout vient de cet exemple. Et finalement, le tout est propulsé dans une nouvelle dynamique de pensée. Maintenant, on sait comment planifier à long terme, au-delà de la relance.
Et donc, c'est une façon absolument plus performante de faire face aux problèmes et trouver les solutions. Je pense m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais c'était vraiment un privilège de pouvoir prendre la parole dans ce contexte. Oui, madame, c'est une contribution excellente. Vous avez illustré très clairement le fait d'éviter de faire des erreurs en termes de perception de la pauvreté d'un pays. Et donc, tout ce qu'on a fait à travers l'approche coordonnée et le fait de devenir le catalyseur, justement, qui va de la relance jusqu'à, disons, à la transition. J'ai quelques questions encore et j'aimerais avoir des réponses assez succinctes. Je donnerai la parole à Monsieur Very. Votre Excellence, dans une minute, la collaboration avec Page et le soutien au gouvernement et la relance verte. Un petit commentaire sur Page. Bueno, Page ha sido Et sin donc, duda Page a été un partenaire stratégique très important et donc, on va continuer à travailler avec Page. C'est déjà des années que Page est là avec nous et nous aide à bâtir des politiques sur l'économie verte avec le plan national d'économie circulaire qu'on est en train de mettre en place et donc aussi avec toutes les statistiques à niveau national, à niveau subnational qui doit être inclusif, qui doit être bio et verte. On a créé des opportunités pour avoir une chaîne des valeurs qui pense à la circularité des produits, des matériaux, et donc comme les utiliser au mieux et donc renforcer la production, le projet, la innovation, les investigations, les recherches et tout justement pour avoir la possibilité de travailler avec les secteurs industriels. Il faut aussi créer des possibilités et donc avec 4 publics. Ce sont les objectifs publics, donc les gouvernements subnationaux, la société civile, les secteurs publics et les secteurs privés. Et donc là, on a des workshops, des courses, des études et on parle des autres dimensions de l'économie circulaire. Donc, c'est très important de comprendre comme Uruguay marche parce que nous, on a toujours travaillé ensemble avec les 5 agences des Nations Unies, les 5 ministères qui utilisent tout ça à niveau national. Donc, c'est très important pour notre pays. Donc, on a un ministère des mines, des industries et c'est moi qui ai les directeurs là. Donc, un exemple, c'est en cours pour les gouvernements subnationaux sur l'économie verte et inclusive, comme on peut mettre en pratique et implémenter. Et avec l'aide des Nations Unies. Et donc, il y a les 4 ministères et 4 agences nationales, donc un ministère d'industrie, de l'environnement, du budget et aussi l'agence uruguayenne internationale qui dépend d'autres ministères, mais qui participe aussi. Donc, tous ont travaillé ensemble et ont participé d'une façon active à ce projet. Et ce n'est pas le seul exemple. Donc, l'importance de Page en Uruguay, c'est quelque chose d'incroyable. Ils ont fait mobiliser des ressources, des capacités. Ils ont fait à niveau national tout ça et aussi subnational. Ils ont l'économie verte comme, disons, but principal et donc toutes les pratiques, les matériaux sont focalisés sur ça. Donc, pour nous, c'est très important de continuer à travailler avec l'économie verte et inclusive et donc ça a été
fondamental jusqu'à maintenant et dans le futur encore plus. Donc, on doit avoir une politique nationale d'économie circulaire en accord avec tous les ministères et pour nous, c'est fondamental. Et pour conclure, on a une vision qui est commune avec les autres pays du Sud-Amérique. Donc, tous les pays peuvent avoir une relevance à niveau des politiques, des industries, des sociétés civiles, avec tous les citoyens. Et donc, il faut être clé pour donner vie à cette transition. Et voilà, donc, après tout ça, pour nous, on a travaillé des pays qui ont nous aidé énormément, qui nous ont indiqué la bonne direction pour avoir une économie verte, inclusive, circulaire et surtout qui marche vraiment pour le bien de tous. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, vice-ministre. Et on est en train d'écouter quelque chose. Donc, c'est une blueprint pour agir. Et je voulais seulement dire que la dame Inga Anderson est ici avec nous. Donc, Madame Anderson, on a deux petites questions pour le ministre Creasy à Nairobi et pour Dr. Bettina Hoffman. Donc, Madame le ministre Barbara Creasy, une réponse vite sur la collaboration avec Page et comment tout ça peut aider l'économie verte et soutenable en Afrique du Sud. Merci. Bon, je pense, comme a dit Margaret, que toutes les investigations faites pour Page sont très importantes pour les décisions qu'on doit prendre dans les futurs. Et il faut aussi considérer le travail qui a fait Page, qui est basé sur une idée d'un projet futur et donc est basé sur les communautés. Je pense que les contributeurs ont commencé à penser de comment, à niveau pratique, on peut inclure ces travailleurs vulnérables, ces communautés vulnérables dans ces projets. Donc, c'est mon opinion. Et donc, si la transition doit être vraiment juste, ces communautés doivent être incluses dans la transition, dans l'implémentation de cette transition. Et dès le début, donc, je pense que si Page peut focaliser son attention sur les documents pour les bonnes pratiques pour une transition juste pour les gens qui doivent en bénéficier le plus. Ça serait magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, avoir une direction spécifique et les meilleures pratiques. Et donc, il faut aussi considérer la coopération, les objectifs de coopération des Page. Donc, merci beaucoup pour votre question. Donc, les alliances et les projets communs sont quelque chose de très important. Et donc, il faut considérer que les ressources sont limitées et donc il faut les investir d'une façon correcte, d'une façon pointue. Donc, il faut avoir, par exemple, les 5 agences qui travaillent ensemble avec des projets qui sont bien pensés, bien, disons, bâtis. Et donc, je pense que ça, c'est excellent, avoir la possibilité de faire les choses ensemble. Merci, Madame Hoffman. Donc, tout ce qu'on a écouté jusqu'à ce point a été très important. Mais je voudrais conclure la discussion en disant que
nos partenaires nous ont expliqué qu'on a la possibilité de faire des choses importantes dans les futurs, des possibilités de vraiment progresser. À ce point, je voudrais appeler les directeurs exécutifs, Madame Inger Anderson de Page. Et merci beaucoup. J'ai rattrapé seulement la fin de cet webinaire. Je suis vraiment contente de que tous ont pu participer, ont pu voir Madame Chrissy, Monsieur Very et tous les autres orateurs. Donc, merci à l'Afrique du Sud, Uruguay, Allemagne, Kazakhstan et l'île des Maurice et tous les autres qui ont participé. Ce qu'on voit, c'est un changement sur les investissements, sur les politiques pour avoir des stimules, des éléments qui puissent stimuler ces changements. Et Madame Chrissy, je pense que ce potentiel pour cette transition doit être juste. Il faut être sûr qu'on comprend immédiatement et dès le début qu'il faut faire les choses d'une façon juste et justement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas progresser dans le changement, dans la transition, mais il faut faire des analyses qui nous donnent des assurances. Il faut avoir une idée de comment on va affronter cette crise planétaire triple. Donc, on va, et surtout, on voit que maintenant, les gens commencent à penser vert, commencent à penser comment faire cette transition verte. Et donc, soit à niveau national, soit à niveau international. Et donc, mais les pays n'ont pas nécessairement les ressources pour le faire. Et moi, je suis là au Kenya et je suis vraiment impressionnée de ce que différents pays africains sont en train de faire. Et donc, là, c'est un point. Et le deuxième point, comment on va financer tout ça? La transition, les objectifs de développement soutenable. Et donc, il faut être conscient, il faut comprendre exactement de comment on peut maximiser la création, comment on peut maximiser, il s'agit d'emplois décents, à part vert, mais décents. Et par exemple, j'ai parlé avec des gens qui s'occupent de faire une récolte de plastique. Et donc, il faut protéger ces gens qui travaillent dans ces genres d'occupations. Et donc, même pour eux, ça va être important. Et parlons de la nature, c'est très important de ce que la nature nous offre, mais il faut protéger la nature et la nature doit être la source qui génère toutes ces énergies. Et donc, il faut considérer que les personnes ne peuvent pas agir tout seules. Donc, il faut considérer qu'on doit voir de façon très claire qui doit investir, mais qui récupère les bénéfices. Donc, il faut faire les choses de façon peut-être plus intelligente et il y a quelque chose que je voudrais mentionner, c'est qu'il faut élargir les frontières, il faut passer au-delà des frontières et des barrières. Ça ne va pas se vérifier de la nuit au lendemain. C'est un processus long qui va prendre du temps, mais il faut commencer quelque part. Et donc, il faut utiliser des technologies smart, donc intelligentes. Il faut utiliser des financements historiques, il faut utiliser les investigations
et pour pousser les changements. Et il faut considérer qu'on ne doit pas laisser n'importe qui derrière. Donc, on va avoir l'opportunité de changer tout ça et avoir une transition verte. Merci beaucoup pour tous. Merci beaucoup à la modératrice qui a fait un travail exceptionnel, un boulot d'enfer. Donc, merci beaucoup. Donc, justement, c'est les moments historiques où on peut vraiment changer les choses, on peut faire ces changements. Et justement, on a beaucoup de questions, on parle de la prise de conscience, de qu'il faut vraiment changer, qu'il faut vraiment passer à une situation qui est complètement différente. Et donc, il faut avoir une transition verte juste. Et donc, merci beaucoup pour avoir passé cette heure et demie, pratiquement heure et trois quarts avec nous. On a plus de temps, malheureusement, mais on a M. Oliver Greenfield et j'ai vu ses commentaires, j'ai vu ce qu'il avait dit. Et donc, il y a un événement qui va être très important, qui va considérer l'environnement à niveau international avec les objectifs du développement durable et soutenable. Et donc, si vous avez la possibilité de joindre cet orateur pour considérer les lections qu'on a appris, qu'on a vu. Donc, il faut penser à un changement de culture, à un changement de politique. Donc, si vous voulez, on va mettre ces liens dans la chat. Comme ça, vous avez la possibilité de participer à cette conversation à 4h30 de l'après-midi. Donc, et il faut penser aussi à une économie pas seulement verte, mais inclusive. De toute façon, ça sera le thème d'une autre conversation. Mais c'est le bon moment pour passer à une transition verte et juste. J'espère que la vidéo puisse vous plaire et merci beaucoup et à la prochaine. La voie de la reprise économique inclusive. Une pandémie globale qui a paralysé nos économies, des inégalités croissantes qui laissent de nombreuses personnes sans produits de première nécessité, changement climatique qui menace la longévité de notre planète. Mais là où il y a une volonté du changement, il y a une opportunité. Il est temps d'appuyer sur l'interrupteur vert. Nous avons la possibilité de ne pas simplement réinitialiser l'économie mondiale, mais de la transformer. Les rétablissements de COVID et de la réparation de notre planète doivent être les deux faces d'une même médaille. Les avantages d'une relance verte commencent à être pris en compte par les pays du monde entier, mais nous ne parvenons toujours pas à investir dans le changement durable, dans des emplois et de l'économie neutre en carbone dans le cadre de la relance aujourd'hui créera la résilience et l'égalité demain. Poursuivre la réalisation des objectifs de développement durable. Page, les partenariats des Nations Unies pour l'action en faveur de l'économie verte est en mesure d'aider depuis 2012. Page a fourni l'expertise nécessaire pour construire des économies plus durables et plus inclusives, alors que les pays du monde entier ont commencé à planifier leur récupération du COVID. Page a tiré parti du système des Nations Unies grâce au gouvernement allemand. C'est là que je vois la valeur de Page qui, depuis 7 ans, ressemble les expériences de différents pays dans différents contextes, à différentes échelles, à différents niveaux de développement afin de développer l'essence de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Des suggestions concrètes de politiques basées sur une analyse spécifique à chaque pays pour favoriser, promouvoir et permettre une relance verte. À ces jours, 20 pays partenaires collaborent avec Page pour rendre leur économie plus verte et beaucoup d'autres ont exprimé leur intérêt pour les soutiens de Page. En Indonésie,
Page collaborateur avec les dirigeants du gouvernement pour mettre en place une économie circulaire dans le cadre de l'initiative Reconstruire mieux avec un développement à faible émission de carbone. L'Indonésie s'efforce d'atteindre les objectifs suivants. Les bases de la création d'emplois, du développement des compétences et l'utilisation efficace des ressources. L'Afrique du Sud a connu d'immenses pertes d'emplois. Les dirigeants ont travaillé avec Page pour des plans de relancement. Ces données contribuent à l'élaboration des plans économiques et de plus en plus, les pays du monde entier cherchent à mettre en place des récupérations vertes, soutenir les objectifs de développement durable pour les personnes, l'économie et la planète. Toutefois, de nombreux efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer un avenir durable. Pour en savoir plus sur la relance verte et l'économie verte inclusive, consultez le site unpage.org.